Nous accueillons aujourd'hui Manuel Valls, ancien député, ancien Premier ministre et ex-ministre de l'Intérieur. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur Radio J. Alors après 2 années passées à Barcelone, où vous êtes désormais depuis juin 2019 conseiller municipal, vous avez fait un retour très remarqué à Paris. Vous enchaînez aujourd'hui les prises de parole dans la presse, dans les médias, vous participez au débat civil. Et justement, avant d'entrer dans le vif des sujets de l'actualité, puisqu'il y en a beaucoup, j'avais envie de vous poser cette question, Manuel Valls. Pourquoi ce retour ? Pourquoi cette envie de revenir en France maintenant ? Bon, d'abord, je viens régulièrement à Paris. Je partage ma vie entre l'Espagne, entre Barcelone et la France et Paris. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mes enfants y habitent, ma mère aussi, mes amis depuis toujours. Donc j'ai besoin de ce contact, de cette relation familiale, humaine, amicale. Et j'ai jamais totalement quitté la France. Ça n'aurait aucun sens. Et c'est d'ailleurs un plaisir et un privilège de pouvoir partager ainsi sa vie. Et puis, malheureusement, et je dis bien malheureusement, à cause des attentats de cette rentrée du mois de septembre, ces attentats tous atroces, bien évidemment, et on a en tête la décapitation de Samuel Paty, mais aussi l'attaque contre 3 fidèles à Notre-Dame de Nice. La presse, les médias, vous venez me chercher. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ce que j'avais dit en 2015 sur la montée de l'antisémitisme, sur la montée en puissance de l'islam politique dans le quartier, sur les déchirures de la gauche, sur l'absence d'une défense de la laïcité, tous ces avertissements sonnent aujourd'hui comme justes, pardon de le dire ainsi. Et donc, peut-être on se dit que la parole qui était la mienne, aujourd'hui, compte, et elle contribue à alimenter le débat politique. Et les prises de position, notamment du chef de l'État, du gouvernement, ne sont pas si éloignées de ce que je défendais il y a quelques années. Donc, ma parole sur ces questions-là est de nouveau audible. Je suis crédible sur ces sujets-là. Je m'exprime à la fois pour soutenir mon pays quand il est attaqué, mes compatriotes quand ils sont menacés, et le gouvernement, parce que je pense qu'on a besoin d'unité dans ces moments difficiles, au moment où nous vivons autant de crises. Vous êtes donc installé en Espagne, vous l'avez dit, pour des raisons personnelles. Vous êtes aussi pour être au plus proche de votre épouse. Et vous y avez fait de la politique, vous y faites de la politique. Vous avez essayé l'an dernier notamment de briguer la mairie de Barcelone sans succès. Est-ce que vous avez vécu cela comme un échec ? Comment l'avez-vous vécu ? Non, parce que vous venez de le dire, le choix de partir de la vie politique ici, d'aller en Espagne. Et pourquoi l'Espagne ? Parce que ça a été dit il y a un instant. Je ne pouvais pas aller en Macédoine ni en Kabylie. Mes origines m'amenaient forcément à Barcelone, où je suis né. C'est un choix intime. C'est un choix personnel. La politique a été d'une certaine manière un levier. J'ai pris beaucoup de plaisir, je prends toujours beaucoup de plaisir à exercer des fonctions d'élu local. J'aime la vie locale. Puis Barcelone est une ville extraordinaire avec des vrais défis aussi, avec bien sûr les conséquences de la crise sanitaire. Cette ville, comme d'autres, vit des moments difficiles. Son économie est quand même beaucoup basée sur le tourisme, donc elle est touchée de plein fouet. Et puis faire une campagne électorale dans un autre pays, c'est pas donné à tout le monde. Il y a eu un échec, mais qui a été écrit d'avance. Mais j'ai surtout empêché, de cela je suis fier, que la ville ne tombe dans les mains des indépendantistes, des séparatistes, des populistes. Et donc, d'une certaine manière, j'ai été utile. Et aujourd'hui, nous faisons tous en sorte de trouver les mêmes solutions, de voter les mêmes budgets pour tout simplement aider les Barcelonais qui souffrent de la crise. Mais c'est une expérience très enrichissante. Vous parlez de la vie politique espagnole. On sait que vous y participez donc activement, notamment à Barcelone. Alors après avoir vécu justement la vie parisienne et la vie à Barcelone, est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent peut-être bénéfiques à Barcelone et qui pourraient être appliqués à Paris, notamment je pense sur le plan sécuritaire, sur le plan social ? La vie politique, j'y participe pas activement parce que la vie politique espagnole est complexe. Il faut avoir beaucoup de références que je n'ai pas forcément. Je défends beaucoup la Constitution 1978, ces 40 années de vie démocratique en Espagne qui sont les meilleures de son histoire moderne. Il y a des vraies différences entre l'Espagne et la France. Par exemple, il n'y a pas de mémoire récente et historique. Il y a même peut-être
paradoxalement pas de sentiment tragique, alors que c'est un philosophe espagnol qui a inventé ce sentiment tragique il y a presque un siècle, parce que l'Espagne n'a pas participé aux deux guerres mondiales. Elle a eu une guerre civile terrible dans les années 30, mais n'a pas participé aux deux guerres mondiales. La question, par exemple, de la mémoire, de la Shoah, de l'antisémitisme est en filigrane. La prise de conscience du danger, par exemple, de l'islamisme est assez faible. Pourtant, l'Espagne a été touchée par des attentats islamistes majeurs, à Madrid en 2004 et à Barcelone en 2017. Et il y a une menace réelle, notamment en Catalogne. Donc il y a des différences, c'est vrai, dans le débat public, dans les références, dans la manière de s'exprimer, d'aborder les sujets. Bon, de l'autre côté, l'Espagne est un grand pays européen, un grand pays méditerranéen comme nous. Les problèmes économiques, sanitaires, les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration sont toujours présents. Il y a un débat factice entre la droite et la gauche, alors que moi je pense que là-bas aussi la démocratie est questionnée, qu'il y a un débat entre les démocrates et les populistes de tous bords. Donc je me retrouve quand même là-bas à défendre les mêmes valeurs, les mêmes combats qui ont été les miens ici, pour la démocratie et contre toutes les formes de populisme. On va revenir justement sur toute cette situation politique. Alors en avril dernier sur RMC, Manuel Valls, vous disiez par ailleurs qu'un retour sur la scène politique française serait indécent au vu de la crise sanitaire, bien sûr, mais vous ne vous êtes finalement jamais montré très réticent non plus. Vous l'avez affirmé à plusieurs reprises. Vous seriez prêt à aider la France, vous l'avez dit. Alors ma question est simple, quelles sont vos ambitions politiques ici à Paris ? Moi, j'ai jamais changé d'avis et de position. À partir du moment où ma parole est entendue de nouveau sur un certain nombre de sujets, notamment la lutte contre le terrorisme et contre l'islamisme, mon expérience de Premier ministre, de ministre de l'Intérieur, mon expérience politique, tout simplement, le recul qui est le mien, ce qui me permet de m'exprimer sur le Proche et le Moyen-Orient, sur l'avenir de l'Europe, sur ce qui se passe en Méditerranée, sur la crise démocratique que vivent nos sociétés occidentales. Avec le recul nécessaire, mon expérience, je l'espère, elle peut être utile à la France et aux Français. Moi, je ne suis demandeur de rien, d'aucune responsabilité, mais je souhaite que ma parole compte, pèse dans le débat public, bien évidemment. Et c'est comme ça. D'une certaine manière, on a voulu faire table rase des partis politiques, de ce qu'on appelait l'ancien monde. Et il faut du changement, il faut de la rénovation, bien évidemment. Ce serait absurde de ne pas l'entendre. Mais je pense que la voie de l'expérience, à condition qu'il y ait des convictions et des valeurs, on peut être en désaccord avec moi, mais on peut toujours reconnaître que je défends mes idées avec conviction et au nom d'un certain nombre de valeurs, et des valeurs notamment républicaines. Eh bien, cette voie, elle compte, mais j'ai pas de plan. Je veux peser dans le débat et je veux que mon idée de la République, mon idée de la laïcité, mon idée de la manière dont on vit ensemble dans ce pays et mon idée de la politique qui doit dépasser un certain nombre de clivages droite-gauche pour s'attacher à l'essentiel, c'est-à-dire la défense de la démocratie, je veux que ces idées compte et pèse dans le débat. Voilà mon ambition. Vous souhaitez peser dans la politique. Alors, lors de l'élection présidentielle de 2017, contrairement à l'engagement que vous aviez pris durant la primaire, vous décidez de soutenir Emmanuel Macron. Vous quittez plus tard même le Parti socialiste pour vous apparenter au groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous espérez aujourd'hui peut-être quelque chose d'Emmanuel Macron ? Non, il faut surtout jamais espérer rien de quiconque dans ces moments-là. Il a d'autres choses à faire et il a des équipes et moi je suis candidat à rien. Moi je souhaite tout simplement que le président de la République soit à la hauteur des enjeux, rassemble le pays face aux crises sanitaires, sociales et identitaires ou terroristes ou sécuritaires que nous connaissons. C'est ça qu'on demande au président de la République. Je le répète, les destins personnels des uns et des autres, nous ça nous intéresse parce que nous sommes concernés au premier chef. Mais dans ce moment-là, en plus de très grande défiance à l'égard de la parole publique, c'est pas le moment de se pousser du col, mais moi je n'attends rien du président de la République, mais je dis ça sans aucune amertume. Au contraire, j'ai décidé un moment, en 2017, de le soutenir parce que je ne voulais pas d'un deuxième tour de l'élection présidentielle entre François Fillon et Marine Le Pen. Et je l'ai fait comme des millions de Français, je l'ai fait comme des responsables du Parti socialiste, j'étais pas le seul, hein. Jean-Yves Le Drian, Gérard Collomb, Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, ont fait ce choix et nous avons eu raison et parce que nous sentions bien que le Parti socialiste était au bout de son histoire. On sait que vous aviez un moment entretenu peut-être une certaine amertume envers Emmanuel Macron. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quels sont vos rapports avec le président de la République ? Mais je comprends ces questions, c'est pas la première fois qu'on les pose, mais moi je suis quelqu'un qui ne vit jamais avec la rancœur et l'amertume, parce que d'abord c'est toujours un risque de devenir aigre,
et de mauvaise humeur. Donc ça n'a aucun sens. Et puis c'est pas comme ça qu'il faut avoir des rapports entre responsables politiques. Donc moi j'ai toujours entretenu des rapports de très bon niveau avec le président de la République actuel, et les rapports entre lui et moi nous appartiennent. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'ai été Premier ministre, donc enfin ça me donne que des devoirs, ça me donne aucun droit. Mais je sais ce que c'est la conduite de l'État. Je sais aussi ce que c'est la confidentialité des discussions. Et puis encore une fois, moi ce que je veux, c'est être utile dans ces moments difficiles à mon pays. Point, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'aimerais revenir quand même sur votre départ du Parti socialiste. Pourquoi ce départ? Il ne correspondait plus à vos valeurs? Non, je pense que c'est pas une question de valeurs. C'est une longue histoire. Le Parti socialiste s'est défait progressivement. Et vous parlez d'une gauche fracturée aussi. Oui, mais d'abord, le Parti socialiste s'est défait tout au long du quinquennat de François Hollande, sans doute parce qu'il s'y était pas préparé, sans doute parce qu'on a vécu dans le confort de l'anti-sarkozysme pendant 10 ans. Ça nous permettait de gagner des élections locales, mais sans réfléchir à l'avenir. Donc le choc avec l'exercice du pouvoir, la crise de l'euro, la crise économique, le chômage de masse, la crise terroriste ensuite, même si je crois que nous l'avons affronté avec courage et que nous avons tenu bon avec François Hollande et Bernard Cazeneuve à partir de 2015. Mais sur tous ces sujets-là, sur beaucoup de sujets en tout cas, le Parti socialiste n'était pas prêt, ou n'était plus prêt, n'était plus en capacité d'assumer les responsabilités de l'exercice du pouvoir. Son logiciel, sa langue était mort. Bon, donc voilà, c'est ainsi. Et puis c'est ce qui s'est passé en 2017 où les Français ont tourné la page. Et comme je l'ai souvent dit, d'une certaine manière, le pays a la chance, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, d'avoir un candidat jeune, progressiste, réformiste, européen, profondément démocrate, qui a gagné cette élection présidentielle. Dans le dégagisme que connaissent toutes nos démocraties, cela aurait pu avantager l'extrême gauche, l'extrême droite, les populismes, peu importe le mot, c'est-à-dire une mise en cause de ce que sont nos valeurs. Non, mes valeurs, moi je suis un républicain, je suis un républicain de gauche, j'ai jamais changé, on s'adapte, on fait des erreurs bien évidemment, mais sur l'essentiel, j'ai jamais changé, je me définis comme un républicain de gauche, et c'est ainsi, et mes références, c'est Clémenceau, j'ai travaillé avec Michel Rocard et Lionel Jospin, j'ai servi mon pays aux plus hautes responsabilités, jamais j'aurais pensé ça quand j'étais petit, quand j'étais jeune écolier dans le Marais, et donc la vie politique m'a donné de belles choses, donc je suis jamais, et elle me donne encore aujourd'hui de belles responsabilités, et je suis jamais dans l'amertume, c'est très triste l'amertume et rechercher des boucs émissaires, non, j'assume mes responsabilités. Le Parti socialiste est mort aujourd'hui ? Faut jamais être définitif. J'avais dit en 2014, après les élections européennes qui avaient été un désastre pour le Parti socialiste, suite à des élections municipales qui avaient été très mauvaises aussi pour ma formation politique, que le PS pouvait mourir, que la gauche pouvait mourir. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. En tout cas, elle est en très grande difficulté. En tout cas, c'est clair que le Parti socialiste aujourd'hui n'est plus une force motrice, comme on disait. La gauche est fracturée. Je suis toujours très marqué par des enquêtes d'opinion qui montrent que, dans l'hypothèse d'une élection présidentielle, l'addition des candidats de gauche, et en plus pour beaucoup d'entre eux ils ne s'entendent pas, voire ce sont des gauches, comme je l'ai souvent dit, irréconciliables, ça fait même pas un quart, loin de 30% des voix, enfin de celles qui s'exprimeraient à une élection présidentielle. Donc ça ne veut pas dire que les valeurs de la gauche n'existent pas. Au contraire, je crois qu'elles sont très ancrées dans ce qu'est tout simplement la République. Mais les partis politiques aujourd'hui sont en crise profonde de représentation. Sinon on n'aurait pas eu la France insoumise, on n'aurait pas eu la République en marche, on n'aurait pas ce chaos général qui est dangereux pour la démocratie. Mais c'est vrai partout. Regardez l'état de la social-démocratie allemande, 15% à peine, l'état du Parti travailliste britannique secoué par la crise de l'antisémitisme couvert par Corbyn. Il y a peut-être dans le sud, en Espagne, au Portugal, où il tient un peu grâce au mode de scrutin. Enfin, la gauche est partout en crise pour des raisons très profondes qui sont liées aux 30 dernières années. C'est une crise que j'avais moi-même déjà anticipée et écrit. Et je me suis retrouvé dans la situation la plus compliquée, c'est-à-dire à connaître directement cette crise pendant que nous gouvernions. Alors, je parlais de votre relation avec Emmanuel Macron. À présent, j'aimerais parler de celle que vous entretenez avec François Hollande. C'est vrai que lors de la manifestation à la mémoire de Samuel Paty, il y a quelques semaines, je vous avais vu assez proche de François Hollande. Quels sont aujourd'hui vos liens avec l'ancien président ? Mais vous avez un questionnement très, très personnel. Vous savez, quand on gouverne, on essaie de mettre de côté
les affaires personnelles, les sentiments personnels pour servir les Français. Moi, je l'ai souvent dit d'ailleurs, quand vous connaissez le choc, quand vous affrontez le choc des attentats de 2015 et 2016, les liens qui se sont formés à ce moment-là, je vous le disais il y a un instant, entre nous trois essentiellement, entre François Hollande, Bernard Cazeneuve et moi, sont des liens qui, au-delà des désaccords, du sentiment que l'on peut avoir les uns sur les autres, du regard que je peux porter sur le quinquennat, ce sont des liens très forts. Ce sont des liens très très puissants, parce qu'on a vécu, les Français d'abord en première ligne, mais des choses terribles. Mais nous avons eu ce sentiment de tenir le pays dans un moment compliqué. Non seulement la situation économique était difficile, la majorité se désagrégeait, les rapports humains étaient exécrables, l'opposition était très dure, l'extrême droite montait en puissance, l'antisémitisme se répandait, il y avait de la haine, il y avait beaucoup de risques. Nous, on a tenu. Et donc, du coup, ça crée des relations. Donc, à chaque fois que nous nous retrouvons avec François Hollande ou Bernard Cazeneuve ou avec d'autres pour célébrer la République, et surtout avec ces attentats, ces crimes barbares, en plein procès de Charlie Hebdo, donc ça nous ramène 5 ans avant, Charlie Hebdo et Montrouge et bien sûr l'hypercacher, à quelques jours de l'anniversaire, du 5e anniversaire du Bataclan, puisque c'était ainsi que ça se passait, on est touché, on est ému, on se dit ça recommence, faut s'unir, comment on peut être utile. Bon voilà, donc j'ai des relations personnelles de très grande qualité avec le président de la République, François Hollande. Pour revenir à vos ambitions politiques, juste un instant, la présidentielle en France en 2022, Manuel Valls, vous y pensez ? J'y pense pas pour moi, j'y pense comme un rendez-vous important pour la France et pour l'Europe, parce que ce qui va se passer ici, ce qui se passe toujours en France, est très important pour le reste du monde, mais d'abord pour l'Union européenne. On sera dans un moment par ailleurs complexe, on sera, je l'espère, dans la sortie économique et sociale de la crise sanitaire que nous connaissons, avec des dettes et des déficits publics très importants, avec des inégalités qui se sont creusées, avec des défis considérables en matière sanitaire, en matière d'éducation. On sera dans l'après-Merkel aussi. L'Europe a plutôt bien résisté au moment de cette crise grâce à l'aide, au soutien que la Banque Centrale Européenne et que la Commission Européenne ont apporté au pays, mais on voit bien les difficultés qu'on va avoir en matière de chômage, de pauvreté et d'inégalité, tout ça sur une crise démocratique. Donc, moi j'espère et je souhaite vraiment que de l'élection présidentielle sorte le résultat qui nous permette d'affronter le mieux cette période. Pour moi je serais un acteur-spectateur, un spectateur-acteur, je ne sais pas mais d'un point de vue personnel, imaginons demain un sondage très sérieux, vous crédite, vous Manuel Valls, à 20%, 25% d'intention de vote pour la présidentielle, vous y allez ? Quand il sortira, vous m'en parlerez et puis vous m'inviterez. Non, mais je pense qu'il faut être sérieux. Surtout, j'ai pas pu. Je me suis retiré pendant ce temps-là. C'est pas pour revenir tonitruant. Je vous dis encore une fois, je viens avec, je reviens, je m'exprime. Mais je me suis exprimé tout au long de ces 2 dernières années. Je me suis jamais tu totalement. Donc j'espère encore une fois que ma parole sera utile. Je veux être utile. La question d'une candidature ne se pose absolument pas. Mais enfin, s'il y a ce sondage, ça m'étonnerait. Mais je viendrai avec grand plaisir le commenter avec vous. Bon, alors en attendant un retour possible sur la scène politique française, vous multipliez les déclarations. Manuel Valls, vous participez activement au débat public et vous le dites, le pays est très fracturé. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Je recevais notamment le week-end dernier, il était juste à votre place, le général Pierre de Villiers sur Radio J, qui était votre général aussi lorsque vous étiez Premier ministre. Pierre de Villiers qui évoquait, lui, le déchirement profond de notre nation, qui s'est accentué aussi, il faut bien le dire, avec la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous partagez ce constat ? Quel est le bilan de santé que vous faites de la France aujourd'hui ? Oui, c'est un pays fracturé, c'est un pays fragile. Toutes les démocraties, notamment la démocratie occidentale, connaissent cette fracturation. Vous savez, depuis, le monde a tellement changé avec la chute du mur de Berlin, la globalisation économique, la montée des inégalités, notamment sur l'échelle des revenus, le choc du 11 septembre 2001, la poussée de la crise identitaire,
la place que le complotisme, que les fake news, que le mensonge, parce que c'est la meilleure traduction, prennent sur l'information, sur les réseaux sociaux. Les gens sont très dubitatifs, surtout doutent de tout, et d'abord de la parole publique et de toutes les autorités. Dans une crise de l'autorité, une crise de la démocratie, c'est ce que dit le général Pierre de Villiers dans ses livres, et cela explique aussi le succès qu'il rencontre, parce que les gens se disent, tiens, il pose un bon diagnostic. Ce diagnostic, nous sommes nombreux à le poser. L'essentiel, c'est pas de faire le diagnostic. Sinon, il faut demander ça aux psychologues, aux sociologues, aux analystes, aux historiens, aux journalistes. Mais c'est de trouver les solutions pour sortir de cette crise. Et il faut bien dire que nous vivions déjà des moments difficiles avant la pandémie, avant la crise sanitaire, et nous nous retrouvons évidemment face à ces différentes crises. Tous les pays les connaissent, mais il est évident qu'en France, c'est une crise de l'État, c'est une crise de la nation, c'est une crise de la centralité. Tout est vertical en France. Nos institutions, elles étaient voulues ainsi par le général de Gaulle, mais ça vient de très loin. C'est un État fort qui est lui-même en crise. Donc c'est une crise politique profonde. Il y a des pays où la crise politique dans un État fédéral, comme l'Allemagne ou comme l'Espagne. Il y a des pays où l'État est moins important, comme l'Italie ou l'Espagne. Il y a des pays où on croit davantage en l'individu, comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Nous, c'est une croyance dans l'État, dans le collectif. Et donc, quand il y a une crise politique, quand il y a une crise de l'autorité, quand il y a une crise de la parole publique, elle est beaucoup plus profonde. Et puis, nous avons nos propres crises, je le dis à Radio J, la puissance, la montée, elle est partout en Europe, aux États-Unis aussi, la puissance de la montée de l'antisémitisme depuis 30 ans a démontré le mal profond qu'il y avait dans cette société qui doutait d'elle-même, qui ne voyait pas les problèmes ou qui les niait. Donc, il faut ce sursaut. On pensait que c'était possible en 2017 avec Emmanuel Macron. C'est toujours plus compliqué parce qu'on ne réforme pas une société en quelques mois ou en quelques années. Donc, c'est l'enjeu de 2022. Vous m'interrogez sur 2022. Est-ce qu'on va sortir plus unis ou plus fracturés de cette période? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, que tout le monde s'y mette pour réussir à unir les meilleures volontés possibles pour sortir le pays de ces fractures. Vous parliez de complotisme, de défiance envers les autorités. Est-ce que la crise du coronavirus, finalement, n'est pas aussi symptomatique de cela, la défiance des Français envers le vaccin? Et puis, on l'a vu, la diffusion de ce documentaire très complotiste sur les réseaux sociaux. D'abord, c'est une crise qui, au niveau anthropologique, est étonnante, parce que c'est la première fois, au niveau planétaire, que nous connaissons la même crise sanitaire et l'économie, de manière différente selon les pays, mais qui s'arrête. C'est un choc, notamment en matière d'emploi, plus particulièrement en Europe. C'est une crise de communication aussi, parce que ce soit sur les masques ou sur les vaccins, on voit bien comment les gens réagissent. Et derrière cela, oui, il y a une crise pas partout, mais c'est vrai beaucoup en France, il y a une crise de la parole, de la confiance, et donc du coup sur des sujets aussi délicats que la santé, l'administrer 61% des Français ne veulent pas se faire vacciner. Oui, donc et derrière là, il y a, mais c'est vrai aussi en Espagne, mais pas à ces niveaux-là, mais un peu partout. Bon, et puis quand en plus vous avez, c'est pas seulement la parole des politiques qui est dénaturée ou qui est fragilisée, c'est aussi la parole des scientifiques. L'OMS, une grande organisation internationale, sa parole a été très a cafouillé beaucoup au début de la crise. Donc, et puis vous avez des chefs d'État, et non des moindres, au plan mondial, qui ont nié la crise, à commencer par Trump, ou qui ont nié le type de solution qu'il fallait administrer pour y faire face. Donc oui, et comme nous vivons, et comme la planète est un village, eh bien, nous vivons cette crise. C'est intéressant, mais c'est aussi inquiétant. Et comme d'habitude, dans ces moments-là de crise, le complotisme, l'antisémitisme est bien évidemment derrière, la mise en cause de toute parole, et puis avec une information qui est diffusée partout, tout le monde est médecin, tout le monde est spécialiste de cette question, fait des ravages. C'est pour ça qu'il faut être très fort et tenir bon, parce que sinon, on voit très bien comment tout ça peut se terminer, c'est-à-dire mal. Est-ce que vous comptez vous faire vacciner, Manuel Valls? Oui, bien sûr, aucun problème. D'abord, en temps utile, parce que je pense que je ne suis pas un public à risque, donc il faut attendre que les campagnes commencent en France et en Espagne. Je ne suis pas citoyen britannique, donc je n'ai pas pu m'inscrire comme d'autres. Donc il faut commencer par les personnes âgées, par les personnes malades à risque, les personnels soignants, bien évidemment, ceux qui en ont vraiment besoin. Mais le responsable public, moi, je suis conseiller municipal de Barcelone, et je suis ancien Premier ministre ici, donc il doit donner l'exemple. Il doit montrer, oui, la vaccination, qui n'est pas obligatoire, mais ces campagnes massives de vaccination, on l'espère, je comprends qu'il y ait des doutes, vont être utiles pour nous permettre de retrouver progressivement
une vie normale, une vie économique normale. Je pense aux restaurants, au commerce, aux hôtels, au secteur de la culture, qui sont des secteurs, au secteur du tourisme, qui sont des secteurs sinistrés, mais d'une manière générale, et surtout nous, de retrouver une vie normale, parce que je pense que l'être humain, l'homme, la femme, ne peuvent pas vivre enfermés, sans se serrer la main, sans s'embrasser, sans se serrer dans les bras, sans avoir un contact avec les êtres qu'on aime. L'être humain est un animal qui aime vivre dans le collectif, et cette vie collective nous manque. Donc ça veut dire qu'il faut faire des efforts, il faut se protéger, les masques, les gestes barrières, mais on espère tous que le vaccin nous permettra progressivement, je suis prudent, de retrouver une vie normale. Alors, autre dossier d'actualité sur lequel je souhaitais que l'on revienne aujourd'hui, ce sont ces manifestations autour de la loi sécurité globale portée par La République En Marche notamment. Il y a eu énormément de rassemblements dernièrement, des Français qui dénoncent des entraves à la liberté d'expression, qui s'inquiètent particulièrement de cet article 24 sur l'encadrement de l'image des policiers. Certains s'inquiètent également de l'utilisation de leurs données personnelles. Alors, avant de parler de toutes les violences évidemment qui ont éclaté et dont vous vous êtes indigné, est-ce que vous comprenez d'abord cette colère ? Est-ce que cette colère est légitime ? Non, le débat est toujours légitime. Ouais. La contestation démocratique, elle est indispensable. Si les textes de loi ne sont pas compris, s'ils donnent le sentiment d'aller dans le mauvais sens, notamment en limitant le droit d'information et le droit de la presse, eh bien, il faut y retravailler. C'est ce qui va se passer. De toute façon, un texte de loi, ces articles font l'objet de plusieurs lectures à l'Assemblée, au Sénat, le gouvernement, les groupes parlementaires, la majorité, l'opposition peuvent amender, et la société elle-même nourrit ces débats. Donc le droit de manifester, le droit de contester, le droit de s'opposer, nous sommes dans une démocratie, et donc c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel, mais ça fait partie de notre démocratie. En revanche, il ne peut pas y avoir de place pour la violence, bien évidemment, et il faut la condamner totalement. Mais il ne peut pas y avoir non plus de place, on ne peut pas utiliser ce débat pour remettre en cause profondément l'institution policière. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. La police n'est pas raciste, la police n'est pas en soi violente, la police n'est pas l'arme d'un État colonial, capitaliste ou dictatorial. Mais il y a quand même des dérapages, notamment ce producteur qui a été tabassé à Paris sans raison. C'est scandaleux. Mais pourquoi les gens réagissent d'autant plus ? Parce que d'abord, heureusement, ces faits sont peu nombreux, et parce que celui ou celle qui porte l'uniforme doit être exemplaire. Donc le respect de la loi, de la règle, de la déontologie, c'est fondamental, notamment quand on représente l'autorité, quand on représente l'État. Mais profiter de ces faits scandaleux et qui méritent des sanctions, il y a à la fois des enquêtes administratives et des enquêtes judiciaires, laissons-les faire. Parce que quand même, on est dans un pays où il y a une séparation des pouvoirs, et la justice doit pouvoir faire son travail. Et si tous les faits que nous avons vus, bien évidemment, sont démontrés, prouvés, les sanctions tomberont. Elles ont d'ailleurs été annoncées par le ministre de l'Intérieur. Mais ça ne peut pas être l'occasion d'une remise en cause de l'autorité de la police, de ceux et de celles qui, par ailleurs, nous protègent, de ceux et de celles qui ont protégé les institutions au moment des manifestations des Gilets jaunes il y a 2 ans, de ceux et de celles que nous avons applaudis en 2015 au moment des attentats. Donc la police, comme la gendarmerie, sont profondément républicaines. Il faut les soutenir, il faut les aider, il ne faut pas les mettre en cause. Parce qu'attention, la démolition des institutions une par une, c'est la démolition à la fin de la République, de la démocratie, et je pèse mes mots. Je vois très bien, par exemple, on va remettre en cause l'inspection générale de la police nationale, et puis les mêmes diront ensuite, on va remettre en cause la justice, parce que c'est une justice de classe, c'est une justice raciste. Ça a déjà été dit, notamment, par exemple, par les animateurs du comité Traoré. Donc, il faut être très prudent, il faut être très respectueux du soutien et du respect de nos institutions, et moi, je suis derrière les policiers et les gendarmes, parce qu'ils nous protègent. Vous avez vu ces images, évidemment, sur Internet, ces images de policiers caillassés, ces images de magasins aussi de casse assez inadmissibles. Comment vous avez vécu cette situation, vous qui étiez ministre de l'Intérieur ? Il y a beaucoup de violence dans la société. C'est pas nouveau. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a plus d'individualisme, il y a des petits groupes, les syndicats n'encadrent plus les manifestations comme hier. Mais cette violence, on la connaît depuis des années. J'étais élu de banlieue pendant des années. Et il y a
l'utilisation d'armes à feu, de cocktails Molotov, de pierres, de jeter sur les policiers. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2016 à la Grande Borne, à Viry-Châtillon, où des policiers ont été brûlés vifs. Donc, on a eu déjà ces images de violence. Vous faites, vous, un métier assez schizophrénique, parce que vous êtes sur une semaine sur la mise en cause de la police, enfin, vous, les journalistes, avec le plus grand respect que je vous dois. Il y a une semaine où c'est la mise en cause de la police de fait, parce que il y a des agents qui n'ont pas respecté la déontologie, qui se sont comportés de manière tout à fait scandaleuse, et puis évidemment après on bascule à l'autre semaine, qui est l'attaque contre la police. Donc, moi, ce que je pense qu'il faut, en tout cas les responsables publics doivent avoir un peu de recul nécessaire et se dire attention, on est dans un moment, je le répète, une très grande violence dans la société, il y a des groupes très bien organisés, mais derrière il y a une idéologie de mise en cause de l'autorité, de mise en cause de ce qu'elle a... Écoutez, ce sont les mêmes qui expliquent que la police est dans les mains d'un pouvoir dictatorial, c'est les mêmes qui expliquent que la police doit être désarmée, c'est les mêmes qui expliquent que la police est raciste et qui importent les débats d'Amérique sur la France, c'est les mêmes qui mettent en cause la laïcité, c'est les mêmes qui mettent en cause une certaine vision de la République. Donc ne soyons pas naïfs, il y a derrière... Je ne parle même pas de l'extrême gauche, je parle d'un courant politique, notamment à gauche, qui veut démolir, qui veut briser les fondements même de la République. L'institution policière, la police, gendarmerie, la sécurité, c'est une institution fondamentale. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Et nous avons besoin, pour vivre, d'être protégés, d'avoir cette sécurité. Voilà. Mais c'est ça la police républicaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de fermeté de la part des pouvoirs publics quand on voit par exemple que l'assaillant qui avait participé à l'agression de cette policière quasiment frappée à mort à Champigny-sur-Marne en 2018 écope de 3 ans de prison. Aujourd'hui, est-ce que les peines prononcées ne sont pas aussi insuffisantes ? Le code pénal a été durci, mais écoutez, il y a une loi qui arrive, il y a une loi sur la sécurité que certains d'ailleurs voulaient voir, voulaient jeter à la poubelle. Il y a une loi contre le séparatisme, contre l'islamisme, on va en parler, contre la remise en cause de la République. Donc, il y a un arsenal qui existe. Après, la justice agit et juge de manière indépendante. Mais la mise en cause de représentants de l'autorité publique, et notamment de policiers, de gendarmes, d'enseignants, de personnel pénitentiaire, ces mises en cause, elles se traduisent déjà par des peines lourdes. S'il faut alourdir encore ces peines pour marquer la fermeté, moi je ne suis pas opposé, mais qu'on applique déjà la loi et qu'on l'applique avec fermeté, parce que ils nous représentent. Ce sont les représentants de cet ordre républicain dont la démocratie a besoin pour que nous puissions vivre librement. Vous parlez d'un divorce entre la société civile et la police qui serait mortel pour la France, qui pourrait arriver. Mortel, c'est quand même un mot assez fort. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il pourrait y avoir un risque de guerre civile en France ? Non, je parle du risque. En effet, c'est ce que je vous disais il y a un instant. Il y a ceux qui veulent, en effet, dresser la population contre la police. Est-ce qu'on peut encore l'éviter ? Je pense qu'il faut l'éviter à tout prix. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, dans leur immense majorité, soutiennent nos soldats, nos militaires, par ailleurs engagés sur des fronts difficiles, je pense au Sahel, soutiennent nos gendarmes, qui font aussi un travail exceptionnel, soutiennent nos policiers. Pour ces derniers, c'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, il y a une très grande majorité de Français qui les soutiennent, mais ça a eu tendance, tout ce que nous avons vécu en termes d'actualité, à s'éroder. Si la population perdait confiance dans nos forces de l'ordre, à force d'avoir ces débats et ces tensions, ça serait dangereux, parce que c'est très important que le travail de la police se fasse, s'accomplisse sur une confiance de la population, comme celle que nous connaissions, par exemple, au moment des grandes manifestations après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Alors, on parle des attentats terroristes. Aujourd'hui, justement, un autre combat est au cœur des préoccupations du gouvernement, la lutte contre l'islam radical, un combat qui a pris du temps, puisque dans les années 2000, déjà, on alertait sur ce problème, certains intellectuels alertaient. En tout cas, on se souvient, par exemple, de la publication des Territoires perdus de la République. Déjà en 2002, leurs auteurs, comme l'historien Georges Bensoussan, avaient été violemment critiqués dans les médias, désignés même comme islamophobes. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience aussi peut-être trop tardive face au danger que représentait l'islam radical ?
Oui, sans doute que la prise de conscience, moi je faisais partie de ceux qui alertaient depuis des années, mais nous n'étions pas très nombreux. Parfois nous étions catalogués comme d'extrême droite, tout simplement pour dénoncer l'islamisme radical. Vous parlez de Georges Bensoussan, on peut parler du rapport Aubin, lui je le connais bien, c'est un républicain de gauche aussi, et donc qui avait alerté sur la pénétration de l'islam radical à l'école et du fait qu'on laissait les enseignants très démunis face à la montée en puissance de cet islam, des parents qui contestaient l'autorité de l'enseignant. La prise de conscience est là, malheureusement, je dirais pas seulement tardive, mais parce qu'il faut des faits terribles pour qu'il y ait une prise de conscience. Je ne parle pas de celle des responsables politiques, parce que je pense qu'elle est présente depuis des années, mais des Français eux-mêmes. Et ce que je veux dire par là, et encore le redire à votre micro, c'est qu'il ne suffit pas de parler de ces sujets-là après chaque attentat, et puis après de les oublier. Le combat contre... Je crois que c'est là où la prise de conscience est faite, là. Le combat contre l'islamisme radical, à l'école, dans les quartiers, dans les associations, dans les clubs sportifs, la nécessité de dissoudre des associations comme Baraka City ou le CCIF, l'idée que c'est pas uniquement une guerre menée par les services de renseignement, par nos services de sécurité, par les forces de sécurité, mais c'est une guerre culturelle, idéologique, philosophique, au fond, c'est une conception de la civilisation. On nous attaque parce que nous sommes une république, une démocratie, parce que nous sommes une vieille terre chrétienne, parce que nous sommes une vieille terre où le judaïsme est implanté, parce que l'islam y est aussi la deuxième religion. On nous attaque pour tout cela, parce que nous sommes une démocratie, une civilisation tolérante. Eh bien, ça veut dire que la bataille, elle doit mobiliser toute la société, pas seulement les policiers, pas seulement les responsables publics. C'est une bataille qui doit entraîner toute la société. C'est là où je crois qu'il y a un changement et que les Français attendent de leurs responsables publics de l'unité et une très grande détermination, mais ces responsables politiques doivent leur dire la vérité, ça sera long, ça sera difficile, et on ne peut nier aucun problème. La montée de l'islamisme a accompagné la montée de l'antisémitisme. L'antisémitisme, vous le savez parfaitement, c'est la matrice de l'islam politique et de l'islamisme. Bon, voilà, donc derrière, ces combats, il faut les mener de pair. C'est ce que disait avec une force incroyable en racontant cette histoire. Mieux que ce que je fais, c'était plus long, ce qu'a fait Richard Malka dans sa magnifique plaidoirie l'autre jour dans le procès de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Alors justement, cette semaine sera présentée la loi sur les séparatismes. Bon, Emmanuel Macron en avait déjà parlé. Le combat contre l'islam radical, justement, les communautarismes. On a parlé de ces mesures, l'école obligatoire dès 3 ans, la garantie de transparence sur le financement des cultes, la fermeture des mosquées salafistes, entre autres, la formation des imams. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'a annoncé le gouvernement ? Est-ce qu'on pourrait faire plus encore ? On peut toujours faire plus, bien évidemment, mais je crois qu'il y a une détermination. Le discours des Mureaux, il y a quelques semaines, du président de la République, a montré un infléchissement, sans doute, par rapport à ce que pensait le président de la République avant l'élection présidentielle ou au début de son quinquennat, une détermination à combattre cet islam politique, cet islamisme, les frères musulmans, les salafistes, parce qu'il faut nommer les choses, et sur un champ très très large, et pas uniquement sur le champ sécuritaire, même s'il est essentiel. Et puis le texte de loi donne des outils, se nourrira bien sûr du débat parlementaire, pour aller plus loin, notamment dans la dissolution des associations, dans le suivi des prêches, dans les outils qu'on donne tout simplement à l'État. Mais il faut, bref, ce que moi je demande, c'est une très grande détermination. C'est des sujets, la lutte contre l'islamisme ou le soutien aux policiers, où il n'y a pas de place pour le en même temps. On ne peut pas zigzaguer. Il faut être déterminé. Il faut montrer que l'État, la France, et malgré le tohu-bohu que ça a provoqué dans le monde arabo-musulman, et ne soyons pas en plus naïfs, derrière, notamment les frères musulmans, il y a des forces là qui s'organisent, il y a des médias qui sont là pour critiquer la France, parce qu'ils ne veulent pas d'une démonstration d'un islam européen qui soit totalement compatible avec la démocratie, la possibilité de croire, ne pas croire, la possibilité de se convertir, l'égalité homme-femme, le rapport de l'islam avec la laïcité européenne. Ils ne veulent pas de ça. Donc, y compris des gouvernements autocratiques, dictatoriaux, ne veulent pas de cela. Donc, c'est cette démonstration que nous devons faire. Donc, il faut y aller avec intelligence, sens de l'écoute, avec pédagogie, mais il faut y aller avec une très grande détermination. Donc, c'est une ligne, c'est pas du en même temps.
C'est pas du zigzag, c'est une ligne. On soutient les policiers, on les soutient. Il n'y a pas d'en même temps. On combat l'islamisme politique, on combat l'islamisme, on combat l'islam politique, l'islam radical. Il n'y a pas d'en même temps. C'est avec une très grande détermination. Marine Le Pen, par exemple, a dit vouloir préférer une loi contre l'islamisme plutôt contre les séparatismes. Elle insiste sur la nécessité des mots. Elle dit craindre qu'on soit en train de vider la loi de sa véritable substance, je la cite. Et elle parle même de vague renforcement des principes républicains. Finalement, pour elle, ça ne compte pas vraiment, cette loi. Est-ce que vous la rejoignez sur ce point ou absolument pas ? En général, j'ai peu de références avec Madame Le Pen qui, en plus, au cours de toute sa vie politique récente, comme députée européenne ou députée nationale, ne vote aucun des textes de lutte contre l'insécurité ou le terrorisme, compris des textes très importants au niveau du Parlement européen. C'est pas ma référence, mais ça n'est pas le sujet. D'abord, elle trouve qu'on ne va pas assez loin. Il y a un débat parlementaire, mais ça veut dire quoi aller plus loin? Moi, je crois qu'il faut aller loin. La loi, faut l'adapter. Il y a les principes, il y a les valeurs. On ne peut pas revenir sur des libertés fondamentales. On ne peut pas, y compris parce que ça serait tomber dans le piège des terroristes, des islamistes, qui voudraient qu'on remette en cause la démocratie, qui veulent créer les conditions, eux, oui, d'une guerre civile et d'un affrontement, qui veulent qu'il y ait des attaques contre les musulmans pour pouvoir les entraîner dans leur camp. Donc, la liberté, la démocratie, les valeurs qui sont les nôtres, le respect des personnes sont intangibles, sont essentiels pour combattre le terrorisme. C'est la force et la faiblesse de la démocratie, mais moi je pense que le terrorisme, on le combat avec la démocratie. Et puis la loi, ensuite, elle évolue. Les outils, d'ailleurs, tout ne passe pas par la loi seulement. Je vous parlais tout à l'heure d'une guerre philosophique, culturelle, idéologique, où il faut mobiliser les intellectuels, les profs. Il faut aider les profs, ils sont très démunis, surtout après, évidemment, l'assassinat effrayant de Samuel Paty. Regardez ce qui est remonté à travers les réseaux sociaux, à travers les signalements, sur les expressions d'un certain nombre d'élèves. Regardez ce qui s'est passé, une forme de lâcheté aussi autour de l'assassinat de Samuel Paty. Donc, il faut aider les enseignants. Ce ne sont pas des policiers, ils ne sont pas armés, ils ne sont pas en uniforme. Donc, mais c'est cette mobilisation. L'école, c'est le cœur de la République. Donc, moi, je m'en fous de ce que dit Madame Le Pen. Ce que je veux, c'est que la loi et les mesures que ce gouvernement prend soient les plus efficaces. Bon, donc on verra, mais j'ai pas envie de douter. Pourquoi je douterais ? Faut aller plus loin. S'il faut faire évoluer nos conventions européennes, notre constitution pour être plus efficace, tant mieux. S'il s'agit uniquement de proclamer et de faire du bruit avec la bouche, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai fait voter des lois, 2 grandes lois antiterroristes comme ministre et comme Premier ministre, une grande loi sur le renseignement, à chaque fois avec une très large majorité et avec le soutien de l'Assemblée et du Sénat. C'est comme ça qu'il faut agir et tout le monde doit être majorité, opposition, responsable, parce que, encore une fois, on joue l'essentiel là, hein. Et puis on est en train de lutter contre le terrorisme qui s'est implanté durablement en Europe et qui veut détruire la démocratie. Vous parlez d'éducation pour lutter contre l'islamisme. Également, Manuel Valls, vous plaidez pour un meilleur contrôle des flux migratoires. Cela devrait contribuer, dites-vous, dans le Figaro, au combat contre l'islamisme. Il faut resserrer nos flux d'immigration ? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a besoin d'immigration ? De quel type d'immigration ? Alors, il y a... Et on sait que l'Espagne connaît aussi... Il y a, dans un certain nombre de faits d'attentats, il y a eu des personnes, des individus qui ont réussi à passer à travers le droit d'asile ou à travers les filières d'immigration. Ça, c'est un sujet. Donc, le contrôle, là, sur ces sujets-là, sur la procédure d'asile comme sur les filières d'immigration, doit être renforcé. Mais par ailleurs, on verra, il y a effectivement toujours une pression migratoire. Vous venez de parler de l'Espagne, c'est vrai, aux Canaries, sur le détroit de Gibraltar, mais c'est vrai encore à Lampedusa en Italie. Donc, où l'Europe réussit à avoir enfin une vraie politique de maîtrise des flux migratoires et aussi de soutien à l'Afrique, parce que c'est le grand continent d'avenir, c'est le continent de demain. Donc ça me paraît indispensable, mais je pense, et moi je le dis déjà depuis des années, qu'il faut une autre politique migratoire. Et quand quelqu'un, par exemple, n'a pas droit à l'asile, sa demande est réfutée, cette personne doit être ramenée à son pays. Or, ça n'est pas le cas. Et c'est vrai pour toutes les exécutions d'expulsion. Donc là, c'est la parole de l'État qui est mise en cause. Et honnêtement, c'est pas nouveau. Ça fait des années que ça dure. Et moi, je suis favorable, je l'ai déjà dit, écrit depuis des années, je vois que l'idée revient à la mode, à des quotas d'immigration. Je pense que c'est un débat qu'on doit avoir le plus sereinement possible. Ça me paraît normal, ça me paraît logique aujourd'hui.
Alors par ailleurs, Manuel Valls, vous avez certainement entendu les plaidoiries très émouvantes des avocats des parties civiles au procès des attentats terroristes de janvier 2015. On parlait des attentats tout à l'heure, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, Montrouge, pour rester sur les attentats de 2015. Vous étiez d'ailleurs précisément le premier témoin de cette terrible vague d'attentats. 5 ans après, quel bilan tirez-vous de l'action du gouvernement ? Je crois au-delà de la prise de conscience que nous évoquions tout à l'heure, le gouvernement, les gouvernements depuis 2015 ont pris conscience de ce qui se passait. Vous savez, quand je suis arrivé en 2012, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, on m'a tout de suite dit qu'il y avait une trentaine de personnes pendant l'été 2012 qui étaient parties en Syrie rejoindre les rangs de ce qui n'était pas encore l'État islamique, mais de ces organisations terroristes. Et nous avons vu monter ça en puissance. C'est pour ça que nous avons armé l'État. Le risque zéro n'existe pas. Les terroristes sont passés à travers les mailles du filet. Puis il y a des groupes qui viennent de l'extérieur. Ce danger existe toujours. Puis il y a surtout le danger qui vient de notre propre société, en notre sein. Puis il y a la radicalisation aujourd'hui en prison. Bon, donc, et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de lois, beaucoup de textes, beaucoup d'attentats qui ont été évités. Évidemment, il y a des attentats qui n'ont pas été évités, mais le danger est là. Nous connaîtrons d'autres attentats, c'est terrible à dire, mais ça sera encore le cas. Nous allons être frappés de nouveau, de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est l'État islamique ou la nébuleuse djihadiste qui passe ses consignes à tous ces individus qui peuvent passer à l'acte. Bon, donc ça veut dire qu'il faut être vigilant, ça veut dire qu'il faut prévenir au maximum, il faut être très très dur dans la lutte contre ce qui nourrit le terrorisme, c'est-à-dire l'islam politique qui vise tout simplement à ces processus de rupture de ces individus qui s'attaquent ensuite à ceux qui représentent notre société, les policiers, les professeurs, les Français juifs, la jeunesse qui a envie de vivre sur les terrasses, les fêtes, etc. Donc c'est ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. Mais encore une fois, il faut continuer cette lutte. Elle sera longue, et donc moi vous m'entendrez jamais critiquer l'action des uns et des autres, l'action des ministres de l'Intérieur notamment, parce que je pense qu'il faut être extrêmement responsable dans ces moments-là. Charlie est devenu une idée, on ne la tuera plus, c'est ce qu'a dit il y a quelques jours l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka. Pour vous, justement, que signifie être Charlie ? C'est ça, c'est être français. Je vois bien, il y a toujours des gens qui disent Charlie, oui, mais. Non, il n'y a pas de mais. Je comprends qu'on n'aime pas les caricatures de Charlie, ça c'est autre chose. Mais Charlie nous dépasse. Dès le lendemain de l'attentat, parce que les personnes qui ont été tuées dans cette salle de la rédaction de Charlie, par ailleurs, étaient des gens aimés par les Français. Je pense à Cabu, à Wolinski, partie de notre histoire, de notre jeunesse. Mais Charlie, c'est la caricature, c'est la liberté de dessiner, c'est la liberté de se moquer, c'est même la liberté de blasphémer, comme on dit. Bon, donc c'est nous, c'est la France, c'est un esprit gaulois, c'est Rabelais, c'est nous. Donc c'est une idée. C'est une idée très puissante, alors que certains ne le comprennent pas à l'extérieur de nos frontières. Bon, ça veut dire qu'il faut expliquer. Et que certains combattent Charlie Hebdo, c'est nous, remettent en cause cela, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, depuis l'islam politique. Ça montre bien la difficulté de ce combat. Moi, je suis convaincu que la majorité des Français, l'immense majorité, sont Charlie. Et c'est pour ça, et Richard Malka a eu raison, c'est une idée. On a tué des hommes et des femmes au nom de cette idée, mais l'idée, elle est là. Et c'est un discours, au fond, c'est une plaidoirie en l'occurrence, optimiste, celle d'un combattant. Et d'ailleurs, les victimes de ce procès, notamment les victimes de Charlie, n'ont pas voulu de ce statut de victime, se sont posés comme des combattants politiques. C'est pas évident, je pense notamment aux autres victimes et aux familles de Montrouge ou de la porte de Vincennes. Et je pense souvent à ce que va être le procès du Bataclan, les terrasses de Paris et du Stade de France dans un an, qui va mobiliser des centaines de parties civiles, et ça va durer des mois et ça va peser dans la société française. Mais faisons de ces moments-là, c'est des moments de catharsis qui agitent d'ailleurs tout le milieu djihadiste et islamique, c'est pour ça qu'il y a eu aussi des menaces et des attentats, mais comme un moment fort d'unité pour combattre cette idéologie de la haine. Donc oui, Charlie, c'est une idée. Mais c'est pas seulement Charlie. En s'attaquant aux Français juifs de l'Hypercacher, oui, on s'est attaqué à la France. C'est pas attaqué aux Juifs seulement. Ce qui était terrible de ces journées de janvier 2015, c'est qu'on a eu un moment le sentiment que c'est normal qu'on s'attaque à ceux qui caricaturaient le prophète, qu'on tue des policiers parce que c'est ce qui doit leur arriver, et qu'on tue des Juifs parce que ça a toujours été le cas. Il a fallu attendre le Bataclan et les terrasses de Paris pour dire attention, le terrorisme s'attaque à tout le monde. Non, en s'attaquant
à l'esprit de la moquerie, de la caricature. On s'attaquait à la France en s'attaquant à un hypercachère parce qu'on s'attaquait à les Français, parce que juifs. On s'attaquait à l'âme française, parce que le judaïsme, c'est l'âme de la France. Comme Charlie, d'une certaine manière, c'est une idée de la France. Bon, donc face à cela, faut réagir. Vous évoquez l'antisémitisme, un de vos plus grands combats aujourd'hui, Manuel Valls, et la communauté juive vous en est reconnaissante. Alors vous avez été un des premiers responsables politiques justement à dénoncer l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme, antisionisme qui toucherait tous les milieux populaires selon vous, ce qu'a toujours nié une partie de la gauche par électoralisme, je vous cite. Justement, on sait que vous n'êtes pas vraiment l'ami de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, le patron de la France Insoumise, avec qui vous partagez de nombreux désaccords. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a une part de responsabilité aujourd'hui dans la montée de cet antisémitisme et par cause de l'islam radical? Non, la montée de l'antisémitisme, elle vient depuis longtemps. Elle a été niée à la fin des années 90. Elle est liée à des phénomènes de fond. Elle est liée d'abord au rôle d'un certain nombre d'individus, d'associations, de messages diffusés à travers les paraboles, les réseaux sociaux qui venaient du Maghreb, du monde arabo-musulman ou des pays du Golfe. Donc il y a une matrice. Et puis en effet, il y a une partie de la gauche qui a basculé du soutien aux Palestiniens, et une cause qu'on peut toujours considérer comme légitime. On est passé à la critique d'Israël, et de la critique d'Israël à la négation d'Israël. Ça s'appelle l'antisionisme, et l'antisionisme derrière tout simplement à l'antisémitisme. D'autres que moi, je pense à Pierre-André Taguieff, l'ont formidablement bien démontré. C'est ce qu'on a appelé par ailleurs, quand ça venait de la gauche, à l'islamo-gauchisme, mais avec ce lien toujours Dieudonné, Soral, l'extrême gauche, tout ça a irrigué une partie du PC, la France Insoumise, les Verts, un peu le Parti Socialiste, donc les mairies, un certain nombre de mairies. Donc oui, ceux qui n'ont pas combattu clairement la montée de cet antisémitisme, ceux qui, pour des raisons électorales, ont accepté dans leur rang ceux qui fréquentaient cet islamo-gauchisme, ont bien sûr une part de responsabilité. En 2014, un de vos plus grands adversaires s'est avéré être le polémiste antisémite Dieudonné. Vous êtes alors ministre de l'Intérieur à l'époque et vous interdisez son spectacle. On s'ensuit des condamnations à l'encontre de Dieudonné. Et puis c'est le clap de fin, la victoire, la fermeture de la salle de spectacle dans laquelle il jouait après un long combat également mené par les propriétaires. Le combat contre Dieudonné, Manuel Valls, a aussi représenté une partie de votre mission. Est-ce que ça a été une grande victoire contre l'antisémitisme pour vous? Je n'ai pas été le seul, par ailleurs, mais je crois que c'était indispensable. Parce que cette alliance d'individus venant plutôt de la gauche, d'ailleurs, avec un néo-nazi, en l'occurrence Soral, faisant monter sur scène Forisson, le négationniste, Dieudonné, dont la fille était la filleule de Jean-Marie Le Pen. Il faut quand même rappeler cela. Ce que c'était, mais ça semait un trouble profond. Ce qui m'a choqué, ce ne sont pas les propos seulement de Dieudonné. Ça, on le savait. Mais c'est les foules. Les foules qui venaient à ces spectacles pour entendre un spectacle antisémite, avec des négationnistes comme invités. Donc, c'est ça qu'il fallait briser. Alors, on voit bien que, comme on a un pays de justice, que c'est long, etc., mais il fallait l'asphyxier. Je porte plainte contre lui encore. Parce qu'il faut rien. Là, on me dit, non, il faut faire attention. Non, je porte plainte dans des attaques ignobles à mon égard. Et on continuera ainsi. Ça, vraiment, vous savez, c'est des combats politiques où il faut aller avec les armes du droit jusqu'au bout. Il faut les faire taire. Parce qu'ils propagent la haine. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas de l'humour. Une des grandes difficultés que nous avons eues à ce moment-là, et après les attentats de 2015, c'est qu'il y avait des jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui nous disaient, mais il y a 2 poids 2 mesures. On a le droit de critiquer le prophète et vous faites faire taire Dieudonné. Non, c'est pas la même chose. On a le droit de critiquer toutes les religions, mais pas d'attaquer les gens pour la religion qui est la leur. Mais on a le droit de se moquer de toutes les religions. Oui, c'est ça la France. Mais en revanche, l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Le racisme est un délit, l'antisémitisme est un délit. Donc c'est pour ça que ce combat était très important. Je m'en réjouis pas parce que c'est l'état de la société, mais quand vous regardez votre parcours dans la vie, ou à un moment de votre vie, vous dites qu'est-ce que tu as fait de bien ou de moins bien, qu'est-ce que tu as réussi ou que tu n'as pas réussi. Le combat contre l'antisémitisme, le combat contre cette haine qui a inondé, qui inonde encore toujours une partie de la société française, oui, c'est un combat que je revendique et dont je suis fier et qui est pour moi la lignée
de ces grands combats qui ont été ceux, notamment au moment de l'affaire Dreyfus. C'est un combat qu'on n'abandonne jamais. Face à cet antisémitisme, il y a eu une vague aussi de départ des Juifs français ces 30 dernières années, due entre autres aussi aux attaques anti-juives. Est-ce qu'on aurait pu éviter ces attaques ? L'État français n'a pas su protéger les Juifs de notre pays ? Oui, il faut le dire comme ça, bien sûr. C'est triste à dire. Je vous le disais tout à l'heure, l'histoire de France, et notamment le rapport des Français juifs, des Juifs de France avec la République, est un rapport incroyable. C'est un des plus beaux rapports qui puissent exister à la fin du XIXe siècle. Mais Herzl, journaliste viennois, vient assister au procès de Dreyfus. Et d'une certaine manière, naît là l'idée d'un foyer juif, naît là l'idée du sionisme. Il se dit, si dans la patrie des droits de l'homme, si en France, on ne peut plus protéger les juifs, on accuse un innocent, et il assistait à des manifestations de haine, parce qu'il y avait l'antisémitisme officiel, enfin il y avait l'antisémitisme intellectuel, politique, celui de Drummond notamment. C'est un peu ce qu'on a connu. Pour moi, c'est un déchirement, non pas l'ALIA, parce que elle permet Israël, mais de voir des Français juifs partir parce qu'ils ne se sentent pas protégés. Ils partent à contre-cœur. Pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup à contre-cœur. C'était pour moi un déchirement. Et vous savez, l'une des plus belles choses qu'on ait pu me dire, là vous dites au moins vous servez à quelque chose, c'est quand quelqu'un vous dit « je suis resté parce que vous m'avez redonné confiance ». Et même si c'est une seule personne qui vous dit ça, je trouve ça déjà admirable. Alors on parlait d'Israël pour terminer, Manuel Valls. Évidemment, vous êtes très proche de l'État d'Israël, vous le défendez, on l'a dit, sur la scène internationale. Est-ce que vous gardez vos relations avec des responsables politiques israéliens que vous avez pu par ailleurs avoir lorsque vous étiez Premier ministre et ministre de l'Intérieur ? En 40 ans de déplacement en Israël, j'ai évidemment des relations. Je m'intéresse beaucoup à ce que, et j'espère pouvoir me déplacer vite, mais on verra après tous les déconfinements possibles, à ce que peut être la nouvelle génération israélienne. Pas uniquement de responsables politiques, mais de responsables économiques, dans ce nouveau Proche-Orient. Ce qui est fondamental, c'est le soutien à Israël. Plutôt, c'est la prise en compte et la prise en considération de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer avec les accords d'Abraham est tout à fait considérable. L'alliance, les accords passés entre Israël, les Émirats, Bahreïn, un dialogue avec l'Arabie Saoudite, le Soudan, tout ça est très important. Change, pas seulement parce qu'il y a le danger iranien, pas seulement parce qu'il y a la confrontation entre sunnites et chiites, mais parce que derrière, il y a quelque chose de plus profond, d'une certaine vision. Et donc, la France a un rôle à jouer dans ce mouvement, dans ces changements, en changeant sa diplomatie, en changeant sa langue diplomatique qui est morte, parlant uniquement de 1960, des frontières de 67, de Jérusalem comme capitale de deux États. Tout ça est un peu dépassé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les attentes des Palestiniens, mais il faut avancer. C'est pour ça que je pense que la France doit reconnaître que Jérusalem est la capitale d'Israël et faire de l'alliance avec Israël comme avec les Émirats une alliance stratégique qui correspond aux intérêts de l'Europe et de la France. Je pense qu'on doit faire un effort. Aujourd'hui, j'assistais ce mardi à une conférence organisée par Elnet et par mon ami Ari Ben-Semoun avec des responsables américains, avec des responsables européens, avec des responsables du Proche et du Moyen-Orient. Ce dialogue me paraît indispensable pour comprendre le monde. Et encore une fois, je pense que la France doit bâtir cette relation stratégique. Elle n'est pas uniquement au nom de la mémoire seulement, de la relation entre la France et Israël au moment de la construction de l'État d'Israël, ou parce qu'il y a la mémoire de la Shoah. Bien évidemment, cela existe. Mais je pense que c'est une relation profonde, stratégique, d'intérêt sur le plan économique, sur le plan de la culture, sur le plan éducatif, sur le plan de l'investissement, sur le plan évidemment de la nouvelle économie, mais aussi sur le plan géopolitique. Il se passe quelque chose là. La France doit s'inspirer du modèle de lutte contre le terrorisme israélien, comme beaucoup de politiques, de responsables politiques le disent aujourd'hui. Oui, toujours. Les entreprises publiques ou privées en matière de sécurité, les services de renseignement israéliens, intérieurs ou extérieurs, avec qui la France coopère, peuvent toujours être une source d'inspiration. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé. On s'est rendu compte que, certes, les formes de terrorisme pouvaient être différentes, mais enfin, on luttait contre le même terrorisme. Et par exemple, sur la menace iranienne, je pense que c'est très important que Européens et Américains, avec les Israéliens, convergent ensemble. Ne donnons pas aux Iraniens la possibilité de jouer de division entre nous. Bon, donc, oui, là, il y a une relation.
il y aura probablement de nouveau les élections en Israël, en tout cas à un moment ou l'autre. Il y aura de nouvelles générations, de nouveaux responsables politiques. Mais Israël, au fond, la force d'Israël, c'est parfois ce que nous recherchons les uns et les autres ici en Europe, c'est d'être toujours un projet. Vous savez, pour entraîner un peuple, pour entraîner des individus, et c'est la seule démocratie du Proche et du Moyen-Orient, il faut lui donner une raison, une idée. On parlait de l'idée que représentait Charles. Donc il faut entraîner. Et Israël reste un projet, avec ses problèmes, bien évidemment, économiques et sociaux, politiques, sécuritaires. Mais c'est un formidable projet. Donc nous avons besoin de projets. Et parmi les projets que l'Europe doit se doter, dont elle doit se doter, il y a cette relation avec Israël, mais avec le Proche et le Moyen-Orient. La France a une carte magnifique à jouer avec Israël et avec les Émirats. Merci Manuel Valls d'avoir répondu à nos questions sur Radio J. À très bientôt. À très bientôt.